L'enveloppe qui glissait sur la nappe blanche ne contenait pas une carte de félicitations pour l'obtention de mon diplôme, elle contenait une facture. Ma mère, Catherine, l'a poussée vers moi avec la précision glaciale d'un chirurgien effectuant une première incision. Nous étions assis dans un restaurant aux parois vitrées du 16e arrondissement de Paris, avec une vue imprenable sur la Seine, entouré par le bourdonnement des conversations onéreuses, mais le silence à notre table était assourdissant. J'ai ouvert le papier. C'était une liste détaillée de mon existence, frais de scolarité de ma grande école, logement, nourriture, vêtements. Tout en bas, en gras, figurait le résumé, retour sur investissement nul. À côté se trouvait une lettre formelle de désaveu. Nous ne soutenons pas les actifs toxiques, dit-elle en sirotant son vin sans me regarder. Tu as choisi d'être un rat de laboratoire au lieu de devenir médecin. Nous limitons nos pertes. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu l'impression que sa famille traitait l'amour comme une transaction commerciale? Laissez un commentaire avec votre ville et l'heure à laquelle vous regardez ceci, je veux savoir qui d'autre est éveillé et m'écoute. Je n'ai pas scié, je n'ai pas eu le souffle coupé, j'ai juste fixé le chiffre total au bas de la page, 220 000 €. Un calcul précis de mon enfance, détaillé jusqu'à l'appareil dentaire et aux leçons de piano que je détestais. Ma mère m'observait, ses doigts tambourinant un rythme silencieux sur le pied de son verre à vin, attendant l'effondrement. Elle voulait des larmes, elle voulait une scène, elle voulait la satisfaction de voir sa fille discrète et décevante s'écrouler sous le poids de leur rejet. Mais elle avait fait une erreur de calcul. Elle partait du principe que je gardais encore un solde dans notre grand livre émotionnel. Elle ne réalisait pas que j'avais passé cette relation en perte et profit comme une créance irrécouvrable il y a des années. J'ai fouillé dans la poche de mon blazer et j'en ai sorti un stylo. Ce n'était pas un Mont Blanc ou un Waterman comme ceux que mon père gardait sur son bureau en acajou. C'était un stylo habillé en plastique bon marché avec le logo du laboratoire de biologie synthétique de l'université effacé sur le côté. Je l'ai ouvert. Le clic fut petit, sec et définitif dans le silence feutré du restaurant. Il existe un concept en affaires appelé coûts irrécupérables. Il fait référence à l'argent qui a déjà été dépensé et ne peut être récupéré. Les acteurs rationnels savent qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres pour tenter de sauver une mauvaise mise. On coupe les pertes, on liquide, on passe à autre chose. Les gens parlent de la famille comme d'un lien sacré, un contrat éternel écrit avec du sang. Mais le sang, c'est juste de la biologie. Les relations sont des investissements. Et au cours de la dernière décennie, j'avais versé mon énergie dans un trou noir, espérant un retour qui n'est jamais venu. J'ai regardé Richard, mon père. Il ajustait sa cravate en soie, regardant n'importe où sauf vers moi. C'était un homme qui avait construit son identité sur des titres, chef de service, membre du conseil d'administration, mécène. Pour lui, je n'étais pas une personne, j'étais une ligne de produits ratés. Un technicien de laboratoire n'était pas quelque chose dont on se vantait au club privé. Ma sœur Alice était assise à côté de lui, faisant défiler son écran de téléphone, vérifiant probablement l'engagement sur son dernier poste d'influenceuse en études de médecine. Elle était l'actif en or, l'obligation à haut rendement. J'étais le passif. Mais voici le secret qu'ils ignoraient, le contraire de l'amour n'est pas la haine. La haine demande de l'énergie. La haine implique que vous avez encore des billes dans le jeu. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est regarder les gens qui vous ont élevé et ne voir que des étrangers. C'est réaliser que la douleur que vous ressentiez n'était pas une blessure, c'était juste la friction d'essayer de s'accrocher à quelque chose qui avait déjà disparu. Je les avais déjà pleurés. J'avais fait le deuil des parents que je voulais quand j'avais 12 ans, dormant sur un lit de camp au laboratoire parce qu'il y faisait plus chaud que chez moi. J'avais fait leur deuil quand j'ai gagné le concours national de sciences et que j'ai regardé dans le public pour ne voir que des sièges vides. J'avais traversé la faillite de mon cœur il y a des années. Ce bout de papier n'était pas un choc. C'était juste la formalité administrative finale. J'ai signé mon nom au bas de la facture. Camille, pas votre fille, juste Camille. Merci, dis-je. Ma voix était stable, plate, dénuée de tout tremblement. Cela rend les choses très simples. Ma mère fronça les sourcils. Le scénario ne se déroulait pas comme elle l'avait imaginé. Simple, répéta-t-elle, la voix tranchante. Camille, comprends-tu ce que cela signifie? Tu es livré à toi-même. Pas de fonds fiduciaire, pas de filet de sécurité. Tu choisis une voie sans issue et nous ne subventionnerons pas ton échec.
Je comprends parfaitement, répondis-je. J'ai repoussé le papier sur la table vers elle. Reçu et accepté. Je me suis levé. La chaise a raclé doucement contre le parquet. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas offert de supplication finale ni d'adieu dramatique. J'ai simplement marché. Je suis passé devant le maître d'hôtel, devant la table d'hommes d'affaires discutant du CAC 40, devant le voiturier à l'extérieur. L'air de Paris m'a frappé comme une éclaboussure d'eau froide. Il sentait la pluie, le gaz d'échappement et la liberté. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, le silence dans ma tête n'était pas solitaire. Il était propre. J'ai regardé ma montre. Il était 20 heures. J'avais 12 heures avant la remise des diplômes. 12 heures avant que le reste de ma vie ne commence. Et alors que je hélais un taxi, regardant les lumières de la ville floues dans le reflet de la vitre, j'ai senti une étrange et froide légèreté dans ma poitrine. Il pensait qu'il me coupait les vivres. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me libérer. Ma sœur Alice est ce qu'on appellerait un actif de haute performance. Elle était le prototype que mes parents avaient toujours voulu. Lorsqu'elle a été admise en médecine à la Sorbonne, Richard lui a acheté un Range Rover blanc avec un nœud rouge de la taille d'un ballon de plage sur le capot. Elle a posté une photo sur Instagram avec la légende « Le travail acharné paie ». Elle n'a pas mentionné que la compte, les mensualités et l'assurance étaient tous payés par la banque de papa. Alice a 22 ans, elle est belle et construit sa marque personnelle en tant qu'influenceuse médicale. Elle poste des vidéos au Studiwism où elle surligne des manuels dans des cafés esthétiques du Marais, portant des blouses qui n'ont jamais vu une goutte de sang. Je me souviens avoir demandé un prêt à Richard pendant ma 2e année. J'avais besoin de matériel pour mon projet de thèse, une enzyme spécialisée qui coûtait 3 000 €. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, le même regard qu'il donnait aux patients posant des questions stupides. Nous payons pour des diplômes de médecine, Camille, dit-il. Nous ne payons pas pour des techniciens. Les chirurgiens opèrent. Les techniciens nettoient le désordre. Si tu veux jouer avec des tubes à essai, tu peux te le payer toi-même. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé de nuit à surveiller les incubateurs de l'université. Je mangeais des crackers de distributeurs automatiques pour le dîner 3 soirs par semaine. Je n'avais pas de Range Rover. J'avais un sac de couchage roulé sous mon bureau au Biolab parce que c'était moins cher que de chauffer mon appartement. J'ai passé mon 21e anniversaire seul à regarder des bactéries se développer dans une boîte de pétri, réalisant que le bourdonnement du congélateur à -80°C était le réconfort le plus constant que j'avais. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il me détestait parce que je n'étais pas assez bien. Je pensais que si je découvrais quelque chose d'assez grand, si je publiais dans une revue assez prestigieuse, il me regarderait enfin comme il regardait Alice. Mais ce soir-là, en entrant dans mon appartement vide et silencieux, j'ai finalement compris le mécanisme de leur cruauté. Ce n'était pas une question de succès. C'était une question de contrôle. Il existe un concept psychologique appelé blessure narcissique. Cela se produit lorsqu'un narcissique sent sa propre valeur menacée par l'autonomie de quelqu'un d'autre. Mes parents ne me détestaient pas parce que j'étais un échec. Ils me détestaient parce que je survivais sans eux. Mon indépendance était une insulte à leur ego. Chaque fois que je payais mon propre loyer, chaque fois que je réparais ma propre voiture, chaque fois que je ne leur demandais pas d'aide, je prouvais silencieusement qu'ils n'étaient pas nécessaires. Pour un parent qui voit son enfant comme une extension de lui-même, l'indépendance ressemble à une trahison. Ils avaient besoin que je sois le rat de laboratoire, petit, dépendant et piégé dans une cage qu'ils avaient construite pour qu'ils puissent se sentir comme les scientifiques aux commandes. Si je pouvais réussir seul, cela signifiait que leur pouvoir était une illusion, et ils brûleraient tout avant d'admettre qu'ils étaient impuissants. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était un texto de Catherine, ne t'avise pas de faire une scène demain. Nous sommes assis dans la loge des donateurs VIP. Ne nous humilie pas. 1 minute plus tard, un texto de Richard, nous attendons de toi que tu sois civil. Souris. Prends ton diplôme et pars. Pas de drame. J'ai regardé les messages et j'ai ressenti un amusement froid et sec. Ils avaient tellement peur d'une scène. Ils étaient terrifiés à l'idée que je pleure, crie ou fasse un caprice devant leurs amis fortunés. Ils se préparaient à gérer une fille blessée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient affaire à une fille qui finalisait une fusion-acquisition. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint mon téléphone,
l'ai posé sur le comptoir et me suis dirigé vers la fenêtre pour regarder la silhouette de Paris scintiller dans l'obscurité. Il voulait que je sois invisible. Très bien. Je serais invisible jusqu'au moment où je deviendrais inévitable. Le matin de la remise des diplômes fut une étude de contraste. À l'autre bout de la ville, dans la suite parentale de l'hôtel particulier de mes parents, je savais exactement ce qui se passait. Alice était probablement assise sur une chaise de maquillage, une ring light se reflétant dans ses yeux, filmant une vidéo « Préparez-vous avec moi » pour ses 50 000 abonnés. Il y aurait une équipe de stylistes payée par Richard, s'assurant que la future médecin soit parfaite pour les photos qui finiraient inévitablement sur le mur Facebook de ma mère avec une légende sur l'héritage et la fierté. L'air dans cette maison sentirait la laque et le parfum coûteux. Mon matin sentait l'espresso et l'ozone. J'étais assise au 42e étage de la tour First à la Défense, regardant la ville à travers une vitre si épaisse qu'elle réduisait au silence le monde en contrebas. Je ne portais pas encore ma toge. Je portais un blazer bleu marine sur mesure que j'avais acheté hier avec les dernières économies qu'il me restait. De l'autre côté de la table en acajou étaient assis 3 hommes et 2 femmes en costume qui coûtaient plus cher que l'intégralité de mes frais de scolarité. Ce n'étaient pas des professeurs. C'était l'équipe d'acquisition de Biovance, l'un des plus grands conglomérats pharmaceutiques au monde. Sur la table entre nous reposait une pile de documents de 8 cm d'épaisseur. Ils n'achetaient pas un mémoire de fin d'études. Ils achetaient Neurosynth. Durant ces longues nuits au labo, quand mon père pensait que je perdais mon temps à jouer avec des éprouvettes, je ne faisais pas que mener des expériences. Je résolvais un problème qui avait laissé perplexes les neurochirurgiens depuis des décennies. J'avais développé un échafaudage protéique synthétique qui pontait les terminaisons nerveuses sectionnées, leur permettant de se régénérer 80% plus vite que les greffes actuelles. Ce n'était pas juste un projet scolaire. C'était l'avenir de la chirurgie traumatologique. Et Biovance le savait. L'avocate principale, une femme aux cheveux argentés et aux yeux de silex, a fait glisser le contrat final vers moi. Nous avons structuré l'acquisition comme discuté, dit-elle, sa voix professionnelle est nette. 11 500 000 € payés d'avance avec une redevance de 3% sur toutes les futures applications du brevet. La clause de non-concurrence est standard. Vous restez en tant que consultante pour les 18 prochains mois. J'ai pris le stylo. Il était lourd, un contraste frappant avec celui en plastique que j'avais utilisé pour signer mes papiers de désaveu la veille au soir. Ma main n'a pas tremblé. J'ai pensé à la facture que ma mère m'avait donnée, 220 000 €. Une erreur d'arrondi. J'étais sur le point de gagner plus d'argent en 10 secondes que mon père, le chirurgien renommé, n'en gagnait en 5 ans à ouvrir des gens. J'ai signé Camille. L'avocate a hoché la tête, a pris le dossier et a tapé une commande sur sa tablette. Le virement a été initié. Il devrait être effectif dans l'heure. Bienvenue dans la famille Biovance, Camille. Je me suis levé et j'ai serré leurs mains. C'était surréaliste, non pas à cause de l'ampleur du moment, mais à cause de son calme. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de parents pleurant de joie, juste la vérification froide et dure de la valeur. Je suis sorti de la salle de conférence et suis entré dans l'ascenseur. Alors que les chiffres descendaient, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. L'écran s'est actualisé. Solde 11 500 412 €. J'ai fixé le nombre. Ça ressemblait à un numéro de téléphone. Ça ressemblait à la liberté. Mes parents m'avaient déshérité pour économiser de l'argent. Ils m'avaient coupé les vivres pour protéger leurs actifs. L'ironie était si tranchante que je pouvais la goûter. Je n'étais plus le passif. J'étais la banque. Je suis sorti dans le hall, les gardes de sécurité me saluant avec respect. J'ai hélé un taxi pour l'université. Il était temps de mettre le costume. Je devais aller m'asseoir dans un auditorium chaud, porter une toge en polyester et écouter des discours sur la poursuite de ses rêves, tandis que ma famille était assise dans la loge VIP, redoutant le moment où mon nom serait appelé. Ils s'attendaient à une fille honteuse. Ils s'attendaient à une fille qu'on avait remise à sa place. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à une OPA hostile. Le grand amphithéâtre sentait la climatisation rance et les bouquets de fleurs bon marché. C'était une mer de toques noires, un enclos pour des milliers d'étudiants attendant que leur nom soit mal prononcé. J'étais assise au rang 42, siège C. J'étais entouré d'une énergie nerveuse, d'étudiants envoyant des textos à leurs parents,
ajustant leurs pompons, transpirant dans leurs chemises. Mais je ne regardais pas la scène. Je regardais la loge des donateurs VIP au niveau de la mezzanine. C'est là que Richard et Catherine étaient assis. Ils ressemblaient à la royauté tenant cours dans un colisée. Richard portait son costume gris anthracite, celui qu'il ne portait que pour les réunions du conseil et les photos de presse. Catherine était dans une robe en soie crème qui coûtait probablement plus cher que la dette combinée des 3 étudiants assis à ma gauche. Ils ne regardaient pas la cérémonie. Ils faisaient du réseautage. J'ai vu Richard serrer la main d'un administrateur de l'université, affichant ce sourire charmant et répété qui montrait ses dents. Catherine ajustait l'écharpe d'Alice, s'assurant que son enfant en or soit parfaite pour le direct. Alice avait sorti son téléphone, ring light attaché, diffusant pour ses abonnés. Ils avaient l'air à l'aise. Ils avaient l'air en sécurité. Ils ressemblaient à des gens qui avaient réussi à réduire le gras de leur budget en reniant leur déception de fille. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient assis dans la ligne de mire. Le doyen des sciences s'avança vers le podium. Il tapota le micro. Le Larsen serpenta à travers les haut-parleurs, réduisant la foule au silence. D'habitude, c'était le moment où il lisait des noms pendant 3 heures, mais aujourd'hui le script était différent. Avant de commencer la remise des diplômes, dit le doyen, sa voix résonnant, nous avons une annonce spéciale. Aujourd'hui marque un moment historique pour le département de recherche de notre université. Nous sommes honorés d'accueillir Monsieur Elias Thorne, PDG de Biovance Pharmaceuticals. Un murmure parcourut la foule. Biovance n'était pas juste une entreprise. C'était un empire. Il possédait les laboratoires, les brevets, surtout, il possédait les réseaux hospitaliers. J'ai regardé la loge VIP. Richard s'est redressé. Il a ajusté sa cravate. Biovance était la société mère de l'hôpital où il était chef de service. Elias Thorne était effectivement le patron de son patron. Richard applaudissait avec enthousiasme, espérant probablement capter le regard du PDG, désespéré d'être vu comme un fidèle soldat. Elias Thorne monta sur scène. Il ne ressemblait pas à un costume d'entreprise. Il ressemblait à un prédateur qui venait de manger. Il agrippa le pupitre. L'innovation est rare, dit Thorne. La véritable perturbation est presque inexistante. Mais cette année, une étudiante de cette université a résolu un problème qui tourmente la neurochirurgie depuis 20 ans. Nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition du brevet exclusif pour Neurosynth, une technologie qui normalisera les protocoles de régénération nerveuse à l'échelle mondiale. J'ai vu Richard se pencher vers Catherine. Je pouvais lire sur ses lèvres. Neurosynth. C'est la nouvelle greffe. C'est énorme. Il était excité. Il pensait à l'utilisation de la technologie. Il pensait aux opérations qu'il effectuerait, aux articles qu'il écrirait, à la gloire qu'il revendiquerait en étant un adopteur précoce. Il pensait être témoin de l'avenir de sa carrière. Cette technologie n'a pas été développée dans un laboratoire d'entreprise, poursuivit Thorne. Elle a été développée ici même, tard le soir, par une étudiante qui a financé ses propres recherches. Nous sommes fiers d'annoncer l'inventrice et notre nouvelle partenaire stratégique, Camille. Le silence qui suivit fut absolu. Ce n'était pas le silence poli d'une cérémonie. C'était le vide du choc. Puis le projecteur m'a frappé. Je me suis levé. Je n'ai pas lissé ma toge. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste marché vers l'escalier. Le flux de la caméra sur les écrans géants est passé de la scène à moi. Mon visage, calme et froid, faisait soudain 10 mètres de haut. J'ai monté les marches vers la scène. Thorne m'a rencontré à mi-chemin, me serrant la main avec la vigueur d'un égal. Il m'a remis une plaque symbolique, mais j'en sentais à peine le poids. Je me suis tourné pour faire face au public. Et puis j'ai levé les yeux. J'ai regardé directement la loge VIP. La caméra a suivi mon regard. Sur l'écran géant, l'image a coupé sur un gros plan de ma famille. C'était un portrait de ruine. La main de Catherine couvrait sa bouche, ses yeux écarquillés, me fixant comme si j'étais un fantôme. Le téléphone d'Alice était tombé sur ses genoux, son direct oublié. Mais Richard. Richard était le chef-d'œuvre. Son visage s'était vidé de toute couleur. Il ne regardait pas seulement une fille qui avait réussi.
Il regardait la personne qui possédait désormais la propriété intellectuelle dont dépendait toute sa pratique chirurgicale. Il a réalisé en cette fraction de seconde la hiérarchie du monde. Il était un chirurgien. Il était un mécanicien. J'étais l'architecte. Il utilisait les outils. Je les possédais. Biovance possédait son hôpital. J'étais la partenaire de Biovance. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai juste soutenu son regard pendant 3 longues secondes, laissant la réalisation s'installer dans ses os. Il m'avait déshérité pour économiser de l'argent. Il m'avait coupé les vivres pour protéger son statut. Et maintenant, il devrait se réveiller chaque matin et aller travailler dans un hôpital qui versait des redevances à la fille qu'il avait jetée. Je me suis retourné vers la foule, j'ai accepté les applaudissements qui étaient finalement assourdissants et les miens, et je suis sorti de scène. Je ne suis pas retourné à mon siège. J'ai continué à marcher vers la sortie latérale, dans la lumière du soleil. L'air avait un goût sucré. La transaction était terminée. Je ne suis pas allé à la réception. Je n'avais pas besoin de boire du champagne tiède dans un gobelet en plastique ou de faire la conversation polie avec des gens qui m'avaient ignoré pendant 4 ans. J'ai hélé une voiture et suis allé directement à l'aéroport. J'avais une réunion à Genève le lendemain matin et ma nouvelle vie n'allait pas attendre que les confettis retombent. Mais pendant le vol, en regardant les nuages, j'ai finalement disséqué l'expression sur le visage de mon père. Ce n'était pas juste un choc. C'était l'effondrement total de sa vision du monde. Voyez-vous, Richard et Catherine avaient passé toute leur vie à investir dans la mauvaise devise. Ils croyaient au statut. Ils croyaient que le pouvoir venait du titre sur la porte de votre bureau, du quartier où vous viviez et des gens qui vous reconnaissaient au gala. Ils pensaient qu'ils étaient puissants parce qu'ils étaient chirurgiens. Mais dans l'économie moderne, ils n'étaient que des ouvriers très bien payés. Ils échangeaient leur temps contre de l'argent. Si Richard arrêtait d'opérer, l'argent s'arrêtait de couler. Il était esclave de son propre mode de vie. J'avais construit quelque chose de différent. J'avais construit des capitaux propres. Je possédais la propriété intellectuelle. Je n'avais pas juste un emploi. Je possédais la machine. Il y a un concept appelé l'illusion de pouvoir dans un portefeuille vide. C'est courant chez la vieille garde. Ils ont les adhésions au country club et les voitures de luxe en leasing, mais ils n'ont aucun levier. Ils existent à la merci des systèmes qu'ils servent. Mes parents pensaient que j'étais un échec parce que je n'avais pas leur statut. Mais pendant qu'ils polissaient leur image, je construisais mon levier. Ils ont réalisé dans cet auditorium que la hiérarchie s'était inversée. Ils étaient les mécaniciens. J'étais l'architecte. Ils étaient les locataires. J'étais le propriétaire. La technologie que je possédais dicterait la façon dont ils feraient leur travail pour les 20 prochaines années. Ils ne pouvaient pas me punir. Ils ne pouvaient pas me couper mon argent de poche. Ils ne pouvaient même pas me parler sans passer par mon équipe juridique. Ils avaient passé 24 ans à essayer de me mouler en un trophée qu'ils pourraient mettre sur une étagère, sans jamais réaliser que c'était moi qui construisais le musée. 2 jours plus tard, je me tenais dans le salon de mon nouveau Penthouse au 35e étage d'un immeuble surplombant le fleuve. Je l'avais acheté comptant l'après-midi même où le virement avait été validé. C'était une forteresse de verre et d'acier, calme, sécurisée et complètement à moi. La climatisation bourdonnait avec un silence immaculé que seul l'argent peut acheter. Je ne louais plus. Je ne dormais plus sur un lit de camp au labo. J'étais chez moi. Les retombées de la cérémonie de remise des diplômes avaient été nucléaires. La vidéo en direct des visages de mes parents, vidés de leur sang, figés dans l'horreur au moment de l'annonce, avait récolté 4 millions de vues en 48 heures. Internet ne pardonne pas aux narcissiques. La section des commentaires était une autopsie numérique de leur caractère. Des inconnus disséquaient leur langage corporel, leur posture arrogante, la façon dont ils refusaient de me regarder. La réputation de mon père en tant que chirurgien intouchable s'effondrait sous le poids de sa propre arrogance. Mais je ne regardais pas le nombre de vues. Je regardais le concierge qui venait de faire monter une livraison. Il a apporté une composition florale si grande qu'elle nécessitait un diable. C'était une explosion massive de lys blancs et d'orchidées arrangées dans un vase en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. C'était une pièce maîtresse destinée à un gala, bruyante et désespérée. Je me suis approché. Il y avait une carte nichée dans la verdure,
imprimée sur du papier épais avec une bordure dorée. Je l'ai ouverte. Camille, chérie, nous avons toujours su que tu étais spéciale. Nous sommes si incroyablement fiers de notre fille visionnaire. Fêtons ça ce week-end, dîner au club. Avec amour, papa. J'ai fixé la carte. Nous avons toujours su. L'audace était époustouflante. Il y a 48 heures, j'étais un actif toxique à liquider. Aujourd'hui, j'étais une fille visionnaire. Ils n'envoyaient pas de fleurs parce qu'ils m'aimaient. Ils envoyaient des fleurs parce qu'ils avaient réalisé qu'ils venaient de jeter un ticket de loto gagnant. Ils essayaient de couvrir leur pari. Ils essayaient de réécrire le récit avant que l'encre ne sèche dans les livres d'histoire. Ils voulaient l'accès. Ils voulaient l'association. Ils voulaient entrer au club privé et dire « Oui, l'inventrice de Neurosainte, c'est notre fille ». Je ne ressentais pas de colère. La colère implique que vous vous souciez de leur opinion. Je ressentais la satisfaction froide et précise d'un expert comptable clôturant un dossier frauduleux. Je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti l'enveloppe couleur crème qu'il m'avait donnée au restaurant. La facture détaillée, 220 000 €. Le coût de mon existence, la facture de mon enfance. J'ai placé la facture à côté de l'énorme vase de fleurs obscènes. Le contraste était parfait, le pot de vin désespéré à côté du reçu froid. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo. J'ai ouvert le fil de discussion avec Richard. J'ai joint la photo. Je n'ai pas écrit un paragraphe. Je n'ai pas demandé d'excuses. Je n'ai pas hurlé à propos des années de négligence ou des nuits passées le ventre vide pour pouvoir acheter des réactifs de laboratoire. J'ai tapé un seul mot, payer. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, je suis allé dans les paramètres de contact. J'ai bloqué Richard. J'ai bloqué Catherine. J'ai bloqué Alice. J'ai regardé les noms disparaître de mon téléphone un par un. C'était comme supprimer une ligne de code corrompue. Le système n'était plus cassé. Il était optimisé. Ils voulaient une transaction. Ils en ont eu une. Ils voulaient un retour sur investissement. Je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient. J'ai payé la facture. Nous étions quittes. Et puisque nous étions quittes, le contrat était conclu. Ils n'avaient plus aucune part dans ma vie. Ils étaient des actionnaires minoritaires dans une entreprise qui venait de se privatiser. Je suis allé à la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, peignant la Seine de nuances violettes et dorées. Je pouvais voir les lumières de l'hôpital où mon père travaillait, minuscules et insignifiantes de cette hauteur. Il irait là-bas demain et chaque jour après, sachant que la technologie sauvant la vie de ses patients appartenait à la fille qu'il avait essayé d'effacer. Il devrait vivre dans le monde que j'avais construit. J'ai pris une gorgée d'eau. Le silence dans l'appartement n'était pas vide. Il était plein. Il était plein de paix. Il était plein de potentiel. Il était plein de la connaissance tranquille et inébranlable que j'avais construit ma propre table et que je n'avais pas à leur offrir de siège. J'étais le rat de laboratoire qui a appris à parcourir le labyrinthe mieux que les scientifiques, et maintenant, je possède le laboratoire.